Le Québec est en ruine, rien de moins, et on propose de vous taxer plus pour le rebâtir. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Les infrastructures municipales tombent en ruine. Et vous voyez Bianca Dussault à ma gauche, et à qui on va parler dans quelques instants. Mais parlons d'abord d'infrastructures municipales, parce qu'elles tombent en ruine, et la manière d'y remédier, c'est de rehausser et de beaucoup les taxes municipales. C'est ce que deux anciens ministres des Finances sont venus dire aux maires réunis en congrès à Québec. Le reportage de Mathieu Boivin. Vous savez, on ne peut pas avoir rien gratuitement dans la vie. Le monde dit qu'il y en a jusque-là. Malheureusement, il faut payer parce que nos enfants n'auront plus d'eau. C'est clair? Comme vous voyez, l'ex-ministre des Finances et ex-présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget, n'a rien perdu de son franc-parler. Elle et un autre ex-ministre des Finances, Nicolas Marceau, publient ce matin un rapport alarmant. Deux choses. Premièrement, les infrastructures municipales tombent en ruine au Québec. On est en retard de 50 milliards juste pour les garder fonctionnelles et si on fait rien, la facture va doubler d'ici 10 ans. Le deuxième constat est brutal. Pour trouver l'argent, il va falloir que les villes augmentent les taxes foncières. Pas juste les ajuster à l'inflation, là. Mme Forgette et M. Marceau, qui n'ont plus peur des électeurs, proposent qu'on les aligne sur la croissance économique. La facture d'impôt foncier des contribuables, au lieu d'augmenter à 2 va augmenter à 3,5 comme ça se fait pour les impôts que les gens payent à Québec, comme ça se fait pour que les impôts que les gens payent à Ottawa. En faisant un cadeau à 2 on a l'air généreux, on n'est juste pas des bons gestionnaires. J'ai été coupable, comme présidente du Conseil du Trésor, de ne pas avoir été attentive à ce problème. Les deux ex-politiciens suggèrent que cet impôt supplémentaire s'en aille dans un fonds spécial où le gouvernement du Québec ajouterait dollar pour dollar qui irait exclusivement à la réfection des infrastructures. Si vous ne voulez pas augmenter à 3,6 vous aurez le choix comme maire. Mais ce que vous allez perdre, c'est la contrepartie, l'accès à l'argent du gouvernement du Québec. Du côté de Québec, le maire Bruno Marchand souligne à toutes les fois qu'il peut qu'il ne taxe qu'à l'inflation. Alors, il ne se laissera pas bousculer. Oubliez ça. Puis ça serait complètement... Élaborer là-dessus. Il va falloir que Québec fasse le premier mot, c'est ça? Il fasse un mot en disant aux municipalités exactement ce que disent Mme Jérôme Forget et M. Marceau. On met un fonds. Alors non, on ne va pas le faire tout seul. C'est pas vrai. S'il n'y a pas de programme, on ne va pas là. Son adversaire au conseil municipal, Stéphane Lachance, ne veut rien savoir de taxes supplémentaires. Je pense que les citoyens de Québec en ont plus qu'assez, sont étouffés. Je pense qu'avant de quêter, il faut quand même se nettoyer. Le problème, c'est pas qu'il manque d'argent, il en sort trop. On a demandé au président de l'Union des municipalités du Québec si les grandes villes étaient prêtes à administrer un choc fiscal à leurs contribuables. Bien, c'est clair que si on veut faire ce grand pas-là, ça prend l'aide du gouvernement du Québec. Ça, c'est officiel. Puis on veut entendre clairement les partis politiques sur cet enjeu-là qui est important, qui est prioritaire pour le monde municipal. Tout ça s'en va donc aux élections à l'automne prochain. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labaume, on avait fait ça sur une napkin. Vous lui demanderez. Là, Non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait. Le Napkin Gate. Oui, on va parler de napkin avec notre collaboratrice Bianca Dussault. Bonsoir, Bianca. Bonsoir, Jean-Simon. La fameuse napkin pour le projet de tramway, on a entendu ça beaucoup dans les dernières années. Elle existe-tu, la napkin? Elle vient d'où? Bien, elle vient du cabinet de Québec 21, que justement, vous vous souvenez, en 2017, le maire Labaume, pendant la campagne, premièrement, riait de Anne Guérette avec son projet de tramway. C'est vrai. Il avait ensuite dit qu'il prendrait 2 ans pour faire un projet et qu'il évaluerait toutes les options. Il est arrivé janvier 2018. Surprise, il arrive avec un projet de tramway. Nous, à l'interne, j'étais agente de recherche avec Jean-François Gosselin, avec les personnes des communications. On essayait de trouver un moyen de parler justement d'un projet qui était un peu fling-flang, qui sortait d'un chapeau. Puis on est venu à la conclusion que la napkin faite sur le coin d'une table, au Normandin, presque. Le maire Labaume, on le sait, il aimait beaucoup aller au Normandin, à Duberger. Fait que il a fait un petit clin d'œil. Donc, ça vient de par chez vous, la napkin. Et ça a collé comme expression. À ton avis, François-Philippe Champagne, le ministre fédéral, là, quand il dit on a fait ça sur une napkin, est-ce que c'est maladroit? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est juste ces mots dépassés sa pensée? Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Bien, moi, avoir été un de ses collègues en arrière, je me serais dit oups, on en a pour quelques jours à faire des tours de sécheuse. Premièrement, là, c'est impossible qu'un ministre de la trempe de M. Champagne puisse dire quelque chose sans y avoir pensé.
sincèrement, là, moi, je crois fermement que c'est son subconscient qui a parlé. À l'interne, là, les élus, que ce soit municipaux, provinciaux, fédéraux, il n'y a pas personne qui veut sortir sur le tramway, puis que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, on le sait tous qu'on va se faire planter à la minute qu'on va en parler. Fait que personne qui veut vraiment sortir, c'est vraiment là, un projet que personne ne veut se coller après. Pourquoi qu'il l'a sorti? C'est parce que lui aussi, il trouve que c'est un projet fling-flang qui a été parti à l'époque. OK, tu penses donc qu'il croit ça vraiment? Donc là, on se retrouve avec un projet de plusieurs milliards de dollars, un peu radioactif selon ce que tu nous dis. De ton regard, toi qui as été élu à Québec, toi qui as été un peu au courant de ce qui se passait comme tractation, est-ce que ça va suivre le projet jusqu'à sa réalisation, cette réputation-là d'avoir été élaborée sur une napkin? Bien, premièrement, je suis assurée que le projet de tramway va avoir son musée avant même sa mise en fonction. Avec des napkins dans des vitrines? Ah, bien, peut-être, en dessous d'une cloche. Là, on le sait vraiment pas. Mais là, présentement, ce qui est important de savoir, c'est que le maire Labombe avait promis à l'époque qu'il ne dépasserait jamais le 3,3 milliards de dollars. On sait aujourd'hui que ça l'a plus que doublé. Les coûts ne sont pas encore terminés. Fait que oui, il n'y a rien pour empêcher présentement le tramway. Même en 2021, on ne pouvait pas l'arrêter. Bianca, fort intéressant. Écoute, je pensais jamais qu'on ferait une chronique ensemble sur une napkin, mais tu vois, on a fait un bout de chemin pareil. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Bye. Salut. Maintenant, il y a une centaine de personnes qui se sont réunies sous la pluie ce midi pour former une chaîne humaine de la place Duville jusqu'au Parlement pour dénoncer le 10e féminicide depuis le début de l'année 2026. Et c'est une augmentation pour la jeune année en cours par rapport à la même période l'an dernier. La manifestation a été organisée par le regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale et on a notamment tenu à rendre hommage aux victimes. On voulait avoir une chaîne de solidarité, être ensemble aussi pour dire on est plusieurs, on est là pour dénoncer, on veut que ça change. C'est vraiment un appel au gouvernement en ce moment. T'sais, oui, hier, il y a eu le dépôt du projet de loi Gaby-Renaud, mais nous, on continue de dire que c'est insuffisant. Ça va prendre vraiment des gestes politiques forts pour pouvoir enrayer le phénomène des violences et la crise des féminicides. Êtes-vous prêts pour le match numéro 5 de la série entre les Sabres de Buffalo et les Canadiens de Montréal? Et ça va être diffusé au Centre Vidéotron. D'ailleurs, les portes ouvrent dans les prochains instants. Félix est sur place. Félix-Antoine, comment est l'ambiance? J'entends déjà pas mal de monde. Bien, les portes viennent d'ouvrir là, au Centre Vidéotron, comme tu dis, Jean-Simon. Donc, à l'intérieur du Centre Vidéotron, pour l'instant, c'est encore tranquille, mais au Blackstone, juste à côté, bien, comme tu peux voir, ça se remplit très confortablement. Et ça va peut-être faire mal aux fans des Nordiques à Québec, mais il n'y a pas beaucoup de chandails bleus et il y a beaucoup de rouge. Il faut le dire que l'engouement pour la soirée au Centre Vidéotron, bien, il est énorme. On a parlé à Tommy Castonguay, le responsable de l'organisation de l'événement, lui qui est dans l'organisation des remparts et du Centre Vidéotron. Et il faut dire que même lui est un peu surpris de l'engouement pour la soirée de ce soir. On était conscient qu'il y avait un engouement pour les Canadiens, pour le hockey des séries, mais de voir qu'on sera plus de 15 000 ce soir, pour nous, c'est quand même une belle surprise. C'est un événement qui est quand même caritatif, donc au profit de 3 fondations. On pense que ça peut être joué dans la balance aussi, de faire un beau geste en même temps pour la communauté. Donc on est très, très heureux du résultat. Il est tôt encore, mais est-ce que les partisans sont déjà prêts à la soirée qui s'en vient? Oui, bien évidemment, on a pu parler à ceux qui ne voulaient pas venir au restaurant, mais étaient déjà prêts, les premiers en file à se placer pour rentrer dans le Centre Vidéotron, aller s'installer, profiter de la soirée pour chaque minute possible. Dans les 15 000 billets vendus, il y en avait quelques crinqués. On leur a parlé, on leur a demandé comment ils se sentaient à l'approche du match numéro 5 entre les Canadiens et les Sabres de Buffalo. Moi, je suis fan, ça fait très, très longtemps, puis j'espère encore... J'espère au moins de gagner la Coupe Stanley cette année, puis je le crois, jusqu'au bout. À quel point êtes-vous heureux de pouvoir venir écouter le Canadien ici, au Centre Vidéotron, ce soir? Quand j'ai vu qu'il y avait des billets, c'était pas prévu, mais là, quand j'ai vu qu'il y avait des billets, on est chanceux, on va faire passer des fans, toute la quête, puis je suis prêt à crier « Let's go, let's go ». Donc, c'est peut-être tranquille pour l'instant à l'intérieur du Centre Vidéotron, mais avec 15 000 personnes, ça sera loin d'être le cas dans quelques heures. Et il faut le dire, on le rappelle, que déjà, le match numéro 6, les billets sont en vente parce qu'il y en aura une autre soirée de diffusion du match numéro 6, donc entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo. Et s'il y a un match numéro 7, on nous a dit qu'il y en aura probablement une autre.
Je te laisse continuer ta couverture vers le match de ce soir. Merci, Félix. Au plaisir. L'événement Hit the Floor est de retour à Québec jusqu'à lundi. Il y a 7500 danseurs qui proviennent de 12 pays qui vont prendre part aux différentes compétitions au centre de foire Expo-Cité. Au total, 140 écoles de danse vont être présentes. C'est la dernière étape de la tournée 2026 qui s'est aussi arrêtée à Gatineau et à Saint-Hyacinthe au cours des derniers mois. La société qui est en charge du Pont de Québec dévoilait ce matin l'état de l'avancement des travaux, des inspections, des études effectuées depuis 2025. Les ponts Jacques-Cartier-Champlain estiment que les principaux éléments de la structure sont dans un état acceptable et dit ne pas voir d'enjeux pouvant compromettre son exploitation. Après des travaux de près de 15 millions de dollars en 2025, il y a 20 millions de dollars qui vont être investis cette année en renforcement et en réparation de la structure d'acier, en nettoyage et en travaux de peinture. Plusieurs inspections et études amorcées l'an dernier vont se poursuivre également en 2026 pour un diagnostic complet d'ici la fin de 2027. La Sûreté du Québec a publié le bilan des perquisitions effectuées hier à Longrive, sur la Côte-Nord. L'opération à laquelle la GRC, la Police de Montréal et le SPVQ ont aussi participé a permis de mettre le grappin sur plusieurs armes et munitions, dont un revolver prohibé de calibre 22 à portée volée et 4 grenades désactivées, en plus de stupéfiants comme de la méthamphétamine, du cannabis et de la cocaïne. Il y a plus de 45 000 en argent canadien et des cellulaires qui ont également été saisis. 6 hommes et une femme ont par ailleurs été arrêtés. On est en mai, mais on pense déjà au Festival Western de Saint-Tite qui arrive à grands pas. La programmation de l'événement, d'ailleurs, qui va se tenir du 11 au 20 septembre, a été dévoilée aujourd'hui. Il va y avoir de la danse en ligne, évidemment, des rodéos, des spectacles. Et le Festival Western mise sur tous ces incontournables cette année pour attirer les foules. Dans 17 semaines, la ville de Saint-Tite va ressembler à ça. 10 jours de festivités, plus de 700 000 visiteurs. Le Festival Western de Saint-Tite n'a plus sa place à faire. Jeudi, le comité organisateur a dévoilé la programmation de la 58e édition. Cette année, pas de grandes nouveautés. Le festival va plutôt miser sur les éléments qui ont déjà conquis le cœur des festivaliers. On est dans une édition, on va dire, de continuité pour cette 58e édition-là. Bien évidemment, nos festivaliers viennent chez nous pour danser, pour s'amuser, l'ambiance, les spectacles et les rodéos. Donc, on répond aux besoins de nos festivaliers en continuant à s'améliorer sur nos différents axes. Vraiment une formule bonifiée au niveau du chant, où on ramène cette belle nouveauté au niveau des spectacles, avec 2 artistes par soir, avec des billets journaliers, avec 4 soirs sur la totalité d'édition. Donc vraiment, ça, c'est une nouveauté qu'on rebonifie. Au niveau des rodéos, on ramène des spectacles au niveau des entrants. Même chose au niveau de spectacles d'humour qu'on ramène cette année. Notre billetterie ouvre samedi. C'est le plus gros festival western. Donc, d'être ici, comme Ariane dit, depuis 2007, c'est sûr que c'est spécial. Il y a une espèce d'ambiance qui est incomparable. On va triper avec des amis dans des roulottes là-bas. Après ça, on s'en va dans telle tente, rencontrer telle gang. Fait que ça devient une belle famille. On ne veut pas repartir. Là. Le comité organisateur de la 58e édition du festival se déroulera sous la présidence de Sylvain Martel, qui prend la relève après David Moreau, qui a effectué 2 mandats à la tête du comité. C'est un beau défi que j'entrevois avec fierté. Que ça va bien dans ce qui est location. Tous nos espaces à louer sont loués. Les commerçants reviennent. Jeudi 17 septembre, on est à la Country Tech. On a 4 invités. Maxime Landry, Johan, Dan Darèche, puis Brigitte Boisjoli qui vont être avec nous. On va avoir des grandes finales cette année. Oui, il y a 2 finales au rodéo. Il y a le premier dimanche 16h30, qui est une première finale des rodéos de la première fin de semaine. Puis ensuite de ça, on a la finale du dernier dimanche, qui est la finale des rodéos qui commence le mercredi jusqu'au dernier samedi. L'an dernier, les rodéos avaient été très populaires, je crois. Absolument. 98 % des billets avaient été vendus. Les gens pourront déjà avoir un avant-goût du Festival Western de Saint-Tite cette fin de semaine, le 16 et le 17, puisqu'il y a des rodéos qui ont lieu à Saint-Tite. 2 rodéos professionnels de grande envergure. Samedi soir et dimanche après-midi, il reste encore des places. Qui dit 58e édition dit que la 60e arrive très, très vite. Le comité organisateur l'a déjà en tête. À Saint-Tite, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.